Aujourd'hui, on se penche sur un document politique assez fort, le Manifeste pour une renaissance critique et le vote conscient. Il a été écrit juste avant les élections et il s'adresse en particulier aux électeurs musulmans de France. Son but est clair, donner des clés de lecture pour un vote éclairé, un vote en pleine conscience. Le manifeste s'ouvre avec cette phrase, qui est assez lourde de sens, ça plante le décor, tout de suite. L'idée, c'est que la démocratie est présentée comme quelque chose de fragile, qui n'est pas menacé par une grosse attaque frontale, mais plutôt par une accumulation de petites manipulations, de divisions. C'est vraiment le point de départ de toute l'analyse. Alors, voici le programme qui suit tout simplement la logique du manifeste. On va commencer par la mise en garde contre la manipulation, puis on parlera de ce qu'il appelle la colonisation numérique, ensuite du sabotage électoral, et pour finir, de la solution qu'il propose, le fameux vote conscient. Ok, première partie, le manifeste commence comme un avertissement. Il ne parle pas d'une menace évidente, visible, mais de quelque chose de bien plus subtil. Une sorte d'influence qui, d'après le texte, vient brouiller le jugement et finalement affaiblir notre capacité d'action en tant que citoyen. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que cet appel à la lucidité, le manifeste ne le sort pas de nulle part. Il l'ancre dans une vraie tradition intellectuelle, historique. Il parle de la hikma, cette sagesse critique héritée d'Averroès, pour qui la raison était un outil pour analyser le monde. C'est une manière de dire que cet esprit critique, c'est un héritage qu'il faut réactiver. Et on arrive au point central. Le manifeste affirme que la domination, aujourd'hui, elle ne vise plus les territoires physiques, mais nos esprits. Le but serait de coloniser les imaginaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire modeler notre vision du monde, nos colères, nos allégeances, pour servir un agenda politique bien précis. Bon, maintenant qu'on a posé le concept, comment est-ce que cette manipulation se met en place concrètement? La deuxième partie du manifeste rentre dans le détail des tactiques qui seraient utilisées, surtout sur Internet, dans l'espace numérique. Le texte décrit une stratégie en 3 temps, qu'il attribue à des réseaux d'extrême droite. D'abord, le micro-ciblage, utiliser la pub en ligne pour toucher des groupes de personnes très spécifiques. Ensuite, l'amplification, utiliser des bots, des algorithmes pour que ces messages soient vus partout. Et enfin, une instrumentalisation de certains textes religieux, sortis de leur contexte, pour justifier un discours politique. Et quels seraient les objectifs de tout ça? D'après le manifeste, il y en a plusieurs. D'abord, construire une identité qui serait basée sur le ressentiment, sur un sentiment de victimisation. Ensuite, utiliser ça pour faire basculer des communautés vers des positions beaucoup plus réactionnaires. Par exemple, en utilisant tout le discours anti-woke pour créer une opposition à l'écologie ou au féminisme, des combats que le manifeste juge pourtant compatibles avec les principes de justice de l'islam. Le manifeste met un mot très précis sur cette technique, l'astroturfing. En gros, c'est l'art de faire croire qu'un mouvement est spontané, qu'il vient de la base, du peuple, alors qu'en réalité, il est financé et organisé en sous-main. Le texte utilise cet exemple pour décrire comment des figures comme Dieudonné et Soral auraient, selon lui, créé une fausse opposition pour semer la confusion, diaboliser la France insoumise et en même temps dédiaboliser l'extrême droite. On quitte un peu l'idéologie pour passer à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Dans cette troisième partie, le manifeste se penche sur les chiffres des dernières élections et il dénonce ce qu'il appelle un sabotage interne à la gauche. Et voilà l'argument clé, chiffre à l'appui. C'est assez simple à comprendre. En 2017, Jean-Luc Mélenchon rate le second tour de 1,72%. Or, Benoît Hamon, un autre candidat de gauche, fait 6,36%. Mathématiquement, ces voix auraient pu changer la donne. Et le même scénario, nous dit le texte, se serait répété en 2022 avec les voix de Yannick Jadot, qui étaient bien plus nombreuses que le 1,20% qui manquait. L'argument est donc simple, la division à gauche a coûté le second tour. Le manifeste se sert de cette citation de Camus pour une raison précise. Il veut dire que si on n'identifie pas le bon obstacle politique, ici pour lui c'est la division, eh bien on fait le jeu de l'adversaire. En gros, se tromper de combat ou disperser ses forces, c'est déjà une défaite. On arrive à la dernière partie, la conclusion logique de toute cette démonstration. Après avoir identifié les problèmes, le manifeste propose ce qui est, à ses yeux, la seule issue cohérente et juste. Pour appuyer son propos et ramener le débat sur le terrain du réel, le texte utilise un chiffre choc issu de sources officielles. En France, une femme serait victime d'agressions sexuelles toutes les 2,3 minutes. Pour les auteurs, c'est une façon de dire « voilà les vraies urgences », celles qui sont souvent oubliées dans le bruit médiatique. Et c'est la question que pose le texte. Pourquoi est-ce qu'on s'indigne de manière si sélective? Pourquoi des injustices massives, comme les violences faites aux femmes, ne mobilisent pas autant que d'autres polémiques? La réponse que suggère le manifeste,
c'est que notre indignation est guidée, manipulée, détournée des vrais problèmes. Et donc, la conclusion du manifeste est sans aucune ambiguïté. Pour ses auteurs, la seule réponse rationnelle à toute l'analyse qui précède, c'est de voter pour la France insoumise. Ce choix est présenté non pas comme une simple préférence, mais comme un acte de lucidité politique. Le texte donne des raisons très précises pour ce choix. Il affirme que LFI est le seul grand mouvement qui défend vraiment les droits sociaux des classes populaires, qui lutte de manière concrète contre le racisme et l'islamophobie et qui représente aujourd'hui le principal rempart contre ce que le manifeste appelle l'agenda néolibéral. Et le manifeste se termine sur cette très belle citation du poète Rumi. C'est un appel à dépasser les faux débats, les divisions stériles, pour se retrouver sur le terrain de l'action concrète. Dans la logique du texte, voter LFI, ce serait donc ça, refuser le spectacle et agir. Le manifeste se referme donc sur cette question implicite, au-delà des polémiques, quel est le terrain commun pour une action politique qui a un réel impact ?